Mesdames, Messieurs, bonjour. Des applaudissements qui vous sont offerts par la classe de 2e du collège de Sainte-Croix à Fribourg, qu'on est très heureux d'accueillir sur ce plateau et on espère qu'ils vont, comme nous, suivre avec enthousiasme le parcours de Patricia Mottet. Avant qu'on présente nos invités, on peut peut-être dire qu'il y en a qui se cachent sous la table. Sous la table, effectivement. Il y en a deux qui sont il y en a absolument installés, tranquilles, qui ont déjà suivi toute l'émission d'hier. Ils sont calmes, ils sont habitués. Vous rappelez leur nom quand même? Difficilement, non, mais je crois bien que celui qui n'allait pas terminer, ça doit être Inuit, et celle qui a le collier blanc, c'est Pastis sa mère. Combien de kilomètres ont-elles fait avec vous? Oh, je pense qu'on peut joyeusement doubler. Pour Inuit, je pense qu'il aura fait autour des 5-6 000 kilomètres, en tout cas. Pastis un peu moins, vu qu'elle était portante, elle a arrêté 3 semaines après avant la fin du périple. Il ne se méfie pas un peu quand vous allez partir comme ça? Absolument pas. Non, ils sont d'une naïveté totale, alors je dois dire. Alors dites-moi, juste avant que nous présentions nos invités, vous m'avez dit qu'il y a un message qui vous a fait très plaisir entre l'émission d'hier et l'émission d'aujourd'hui. Oui, vous pouvez nous le raconter? Bah oui, ma maman m'a téléphoné ce matin, très très émue, parce qu'en fait, j'avais complètement perdu de vue ma marraine depuis pratiquement 20 ans. Et puis, suite à l'émission d'hier, elle a vite écrit, elle a envoyé une carte, une petite lettre à mes parents. Et c'est vrai que je profite de la saluer. Il paraît que votre mère pleurait au téléphone. Oui, elle était très touchée, émue. Hein. C'est chouette. J'espère surtout que ma marraine nous téléphone et puis... Que vous allez vous voir bientôt. Voilà, exactement. Voilà. On va présenter nos invités. Alban Poudret, parce qu'il est journaliste, il est le rédacteur en chef du Cavalier Roman, qui est le premier mensuel hippique de Suisse romande. Il fait beaucoup de choses autour du cheval. Et puis il y a un lien, naturellement, avec Patricia, puisque dans le Cavalier Roman, on trouve notamment quelques bonnes pages de l'aventure et du parcours. Ça, je sais pas. Il faut en juger tout à l'heure, je pense. Hein. Christian Cély, qui est d'Orge, ce sera pour parler tout à l'heure de l'aventure sur la paille, à savoir, c'est peut-être un peu tard là maintenant, hein, d'aller se balader dans la paille, il vaut mieux attendre l'été prochain, en tout cas le printemps prochain, mais des moyens de se promener. Et puis Silvio Giobellina, bienvenue. Si on devait rappeler qui il est, si c'est nécessaire, un champion du monde en 1982 de bobsleigh, il a été 2 fois champion d'Europe, il a eu la médaille de bronze, c'était à Sarajevo, et puis il y a un lien avec des mulets, donc ça y est, on a mis en place toute notre affaire. Moi j'aimerais qu'avant que nous entrions dans cette ambiance, dans ce parcours, dans ce voyage qui a été difficile, c'est un petit peu un principe, parce qu'après on sent que votre nature reprend le dessus, c'est gai, elle a tendance à nous dire ça a été très très facile. Or figurez-vous qu'elle a quand même, au cours de son voyage en Suisse, été enlevée pendant 3 heures. Alors j'aimerais bien que vous nous raconteriez ça. C'est du côté des Grisons, il n'est pas responsable. Non, c'est vrai que Silvio n'y est pour rien dans l'histoire. Si je suis restée à l'aise à 3 jours, en fait, c'était mon propre chef là. Hein. C'était pas dû un enlèvement avec Silvio. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans les Grisons? J'étais dans les gorges du Rhin, et puis je ressors à Valendas. Et voilà un tracteur qui s'arrête à côté de moi. Et puis un paysan. Alors, je lui aurais donné le bon Dieu sans confession. Hein. Donc là, pas de problème, il s'arrête. Et puis, moitié romanche, moitié allemand, il me demande ce que j'ai fait. Et je lui explique. Il me dit, ça c'est génial. Moi, j'aimerais faire la même chose. J'ai 2 chevaux, mais bon... Voilà, ma femme est partie depuis 5 ans. Je vis seule avec ma fille de 15 ans. On a des vaches, on a des chèvres. Il me dit, mais écoute, c'est 1h de l'après-midi. Viens boire le café. Comme ça, on a le temps de discuter. Puis comme je suis d'un naturel très confiant, je dis, ouais, ça va bien, quoi. Je prends mon cheval, j'arrive chez lui. Évidemment, dans ce genre d'aventure, c'est jamais une ferme au milieu d'un village, hein, ça peut être qu'isolé, ça c'est clair, quoi. J'arrive, lui il descend de son tracteur, il empoigne ma Lakota, il l'en met dans l'écurie, il l'attache, il décèle et il ferme l'écurie. Voilà, je dois dire, j'ai tous les clignotants qui se sont mis sur rouge danger. Je me suis dit, bon là, ma fille, maintenant, tu t'es mis dans de beaux draps, il faut t'en dépêtrer, hein. Et lui, il m'empoigne comme ça par le bras, excuse-moi Alban, hein, mais il m'empoigne là. Ça va encore, comme c'est un peu plus fort alors. Puis il me dit, voilà, notre rencontre n'est pas le fruit du hasard. Tu dois devenir ma femme. J'ai dit, rien que ça. Elle me dit, voilà, mes vaches sont tes vaches, mes chèvres sont tes chèvres. Et maintenant, ici, c'est la fin de ton voyage, je ne repars plus. Et j'étais un petit peu comme empêtrée. Là, je me dis, Puis j'essaie de lui expliquer. Je dis, mais écoute, tu vois, je fais quand même ça pour les paysans, pour aider les paysans de Volène en tant qu'agriculteur, tu devrais comprendre. Il me dit, oui. Il me dit, mais je comprends. Mais ton cheval, maintenant, il sort plus de mon écurie. Tu prends le train, tu fais le tour de Suisse en train, ça va beaucoup plus vite. Et puis demain, tu as de retour vers moi.
Alors bon, seule solution, je suis un petit peu entrée dans son jeu en lui faisant croire qu'elle était l'homme de ma vie et puis en lui donnant mes coordonnées fausses. Hein. Je ne sais pas chez qui il a atterri, s'il a voulu téléphoner. Alors ça, si un téléspectateur qui est dans le coup, il peut toujours le faire savoir. Hein. Je ne sais pas chez qui il est arrivé. Et puis sa fille est arrivée 3 heures plus tard en sortant de l'école. Et heureusement, elle était plus que contrariée, puisqu'il y avait ma jument dans l'écurie, elle ne pouvait pas rentrer ses chevaux. Donc j'ai profité de l'opportunité, je lui ai dit, écoute, voilà, ton papa, il était très très gentil parce que mon cheval était fatigué puis il l'a nourri. J'ai un cheval qui est très nerveux, est-ce que tu pourrais le tenir pour que je puisse le sceller? Et puis bon, j'ai scellé mon cheval, j'ai sauté en selle à 4e vitesse et je suis partie avec quand même un peu la trouille qu'il y a un tracteur qui me suive. Hein. Bien sûr. Voilà, donc voilà pour ce qui peut se passer en randonnée, sans forcément aller très très loin chercher les aventures. Hein. Vous m'avez dit une autre chose encore, puis après on arrête avec ça, mais vous m'avez dit, c'est très frappant, l'une des questions qu'on me pose toujours, c'est est-ce que tu n'as pas eu peur sous les sapins? Et vous avez tendance à répondre, moi j'aurais davantage peur à Zurich. Oui, disons que des Hans-Peter de Valendas, il n'y en a quand même pas sous tous les sapins, hein, heureusement. Puis finalement, ça s'est bien terminé. Peut-être parce que je n'ai pas perdu les pédales non plus et puis que je panique pas trop vite. Mais c'est vrai que je suis convaincue que le soir, à la sortie des bistrots à Zurich ou à Berne ou peut-être même à Genève, je suis sûre qu'on prend beaucoup plus de risques. Parce que sous un sapin, je pense qu'à part une pive qui nous tombe sur la tête, je vois difficilement ce qui peut nous arriver de plus grave, quoi. Ou peut-être un bon coup de froid puis un rhume, hein, mais ça c'est accessoire. Alex, on regarde dans quelles conditions on peut prendre un coup de froid et un rhume. Oui, c'est un peu une histoire des 4 saisons. On va commencer là par la première. Au cœur de l'automne, Patricia aura décidément eu les 4 saisons en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Le lundi, dans le Gros de Vaud, c'était encore l'été indien. Et le jeudi, au revers des Mosses, ce fut franchement l'hiver avant la saison. En général, même quand on se trouve au coin du feu, les pieds nichés dans de voluptueuses pantoufles, on prend ce genre de changement de temps en plein cœur. Figurez-vous qu'en butte au vent mauvais, Patricia et Lakota s'en soucient comme d'une guigne. Sans doute ont-elles, l'une et l'autre, le sens de la relativité. Relativité, ce mot me dit quelque chose. N'est-ce pas ce délicieux Albert Einstein qui affirmait jadis « Le temps n'existe pas, seuls les événements de compte ». C'est sans doute vrai aussi pour le mauvais temps. Oui, Patricia, il y a quand même quelques cols à passer. Il y a des moments qui doivent être assez difficiles. Des moments difficiles. Si l'on parle technique, ce qui se passe, c'est qu'en général, quand il y a des grosses difficultés, c'est qu'on les gère les unes après les autres. Mais c'est vrai que par contre, en parlant de difficultés techniques, il y a quand même une chose qui m'a énormément impressionnée, et puis ça, c'est à cause de Silvio. J'ai passé le col du Sanetsch. Alors, quand on arrive au col du Sanetsch, donc moi, je l'ai fait sens Valais, Oberland, à Berne. Quand on arrive au sommet du col du Sanetsch, quand on va attaquer le sentier, il y a un grand panneau, danger chute de pierre, sur environ 1 kilomètre. C'est que je me rappelle, c'est marqué interdiction de s'arrêter et interdiction de marcher en groupe compact. Donc ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Hein. Lidvine, qui est une jeune fille qui est bergère au col du Sanetsch, m'avait dit « Oh, tu sais, il y a quelques années en arrière, quand on descendait avec le bétail ce col, on mettait 5 à 6 hommes forts dans chaque virage pour retenir les vaches pour pas qu'elles dérochent. » Je suis descendue avec mon cheval, j'étais contente d'arriver en bas, je continue mon périple. Quelques semaines après, j'arrive à Lézin. Je fais la connaissance de Silvio, je fais la connaissance d'un certain monsieur Beuret qui se promène en chaise roulante, et puis j'apprends que Silvio et Philippe Beuret ont fait le Sanetsch, la montée avec une chaise roulante tractée par un mulet. Silvio, et ça, je dois dire que ça m'a complètement épatée. Vous racontez un tout petit peu cette aventure. D'abord, pourquoi est-ce que vous l'avez fait et dans quelles conditions? Alors là, j'ai été contacté par Philippe, qui avait fait la bourse de l'aventure, un journal, et puis qui voulait faire un périple d'une semaine avec son copain, qui avait fait l'école de recrue dans le train, donc il avait quand même une certaine expérience. Et puis ça s'est fait quelques coups de téléphone, un petit peu d'entraînement, et on a fait un projet de 5 jours, du lundi de Lézin, les Mosses, le Diableret, le Gsteig, le Sanetsch et retour. Ça, je dois dire et que puis ça, on connaissait quand même un peu le terrain puisqu'on l'avait déjà fait, on l'a fait avec Alban, mais dans le sens que tu as fait, Patricia. Et puis bien sûr que c'était un petit peu quand même l'inconnu. On a fait quelques essais de tractage. Il avait une chaise tout terrain comme un VTT, en fait très solide, très maniable, qui a résisté à la montée. On voyait surtout les roues à l'avant qui se
cintré qui se pliait, mais enfin tout s'est bien passé. Il était heureux, je suppose. Très heureux, oui. Ouais. Je crois que c'était une expérience. Il était berger d'alpage avant son accident et il a vécu des passages qu'il aurait peut-être pas pu refaire. Ouais. Est-ce qu'il vous a donné quelque chose, au fond? Le fait d'avoir vécu ça avec lui, ça vous a apporté quelque chose à vous aussi? Ça nous apporte toujours beaucoup. Je crois que oui, on adore vraiment. Puis c'est des expériences qu'on vit qu'une fois, je pense. Ça. Ouais. On peut préciser d'ailleurs que nos confrères de l'Illustré, c'est de ce journal dont on parlait tout à l'heure, les confrères de l'Illustré ont fait un très beau reportage là-dessus qui est paru il y a de cela 2 ou 3 semaines et que c'était une très très belle aventure qui nous avait déjà frappé à la lecture. Alex, on va voir quand même, alors là aussi Alban, je vous demanderai de réagir, il y a le cheval, il y a la neige, il y a la fatigue et puis il y a l'interview. Oui, je pense que c'était un exercice de style pour l'un comme pour l'autre. Pour les 3. Pour les 3. Patricia est partie en fin d'été dans le soleil et là on est dans les premières neiges, premières impressions. La première impression c'est que le cheval est plutôt nerveux, mais ça c'est un petit peu normal, c'est tous les chevaux quand il y a la neige. Et puis l'impression, somme toute c'est encore plus agréable quand même que la pluie, malgré tout. Ça donne une ambiance assez sympathique, mais je me réjouis surtout ce soir de trouver un gîte si possible avec un bon feu de camp, parce que il fait frisquer. Bivouaquer, plus moyen. Non, j'ai encore bivouaqué la nuit dernière, donc juste avant la neige. Là, j'ai bivouaqué au sommet du col des Mosses. Là, j'ai pas trouvé de solution. On a fini dans le brouillard et dans la nuit, à la carte et puis à la frontale. Mais bon, c'est pas le genre de truc que je referai trop souvent. Le matin, tout était gelé, le chien tremblait de froid. Moi, c'était pas beaucoup mieux. J'en avais mal aux muscles tellement j'étais crispée toute la nuit. Et puis, la jument, voilà quoi. Seulement quand on la voit comme ça, l'autre jour quand je suis arrivée, juste hier, quand je suis arrivée à l'Aisin, les gens qui m'ont dit « Oh, votre cheval, il est fatigué, il est sur le point de crever. » Ouais, j'aimerais bien qu'il la voie aujourd'hui. Voilà les premières impressions de la neige. À la Cota. Ça te va mieux que les chaleurs des... Oui, écoute ma grande, je te signale qu'il n'y a pas de pétrole, alors arrête. Voilà, l'autre c'est va. Doucement, l'autre c'est va. Voilà, Alban, moi j'aimerais vous demander, vous qui êtes un spécialiste de la question du cheval, qui connaissez bien les cavaliers, si vous deviez nous la présenter, en quoi est-elle, comment vous estimez son aventure et sa façon d'être et sa façon de s'engager? Sa façon d'être, j'aime beaucoup cette nature toujours enjouée, positive. On l'a vu là encore, c'est génial, il y a de la neige, ce serait pire si c'était de l'eau. C'est vrai qu'elle est tout le temps comme ça, donc ça je trouve que c'est fabuleux. Son caractère, je crois qu'on l'a déjà suffisamment sensé depuis lundi pour ne pas en rajouter, mais c'est vrai qu'on apprécie beaucoup ce caractère. Et puis moi, alors l'épopée elle-même, je dois dire qu'elle m'impressionne beaucoup parce qu'on a fait le quart du 20e avec Silvio, on a fait un peu le début de sa randonnée, en fait, un bout de la haute route et puis le Sanetch une autre fois, mais on était déjà drôlement fiers et pourtant c'était le quart du 20e et on était une dizaine d'amis, donc seul faire ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Et puis ça me plaît beaucoup, elle était allée en Camargue, là elle fait le tour de Suisse, ça prouve que l'aventure peut aussi être près de chez nous, c'est aussi sublime d'aller bien sûr à l'étranger, mais je trouve merveilleux aussi qu'elle ait voulu aller à la découverte de gens, de cultures, qu'on ne connaît pas forcément aussi bien qu'on le croit, même si c'est nos voisins. Silvio, qui a eu l'habitude de faire des courses avec du risque, elle a pris des risques. Il y a une part d'aventure quand même. Tout à fait. Je crois que, comme l'a dit Alban, on peut vivre des moments extraordinaires tout près de chez nous. Et c'est de l'aventure aussi. C'est ce qu'on essaye, nous aussi, de faire avec nos randonnées. Mais c'est... Alors, on va voir, Alex. Le risque, il est permanent. Dès qu'on a des animaux à faire avec des animaux, il y a toujours des risques. La montagne, la nature. Je veux dire par là que ce qu'elle a fait, c'est pas quand même à la portée du premier cavalier venu. Non, je crois qu'il faut beaucoup de volonté. Il faut pouvoir dire maintenant, on part, et puis plus regarder derrière et regarder devant. Mais j'aimerais quand même dire aussi une chose, c'est que durant les 2 mois de périple, un des plus beaux accueils que j'ai eu, c'est quand même à l'Aisin grâce à Silvio et à Alors,
À ce propos, nous avons le document. On va en parler. Donc, finalement, il y a deux chevauchées triomphales. Il y a celle d'un certain Aimé Tchifeli, vous vous rappelez, ce Suisse de Buenos Aires, qui était là avec ses 2 chevaux Gato et Mancha depuis Buenos Aires jusqu'à New York, et qui est arrivé sous les confettis dans la 5e avenue. Et puis il y a vous, dans la 5e avenue de l'Aisin. On y va. Les 5 et 6 novembre, 5, 6 et 7 même novembre, Patricia avait prévu de faire étape en effet à l'Aisin, et ce n'était pas un hasard. Pire, elle avait lâchement abandonné la fidèle Lakota pour une quelconque écurie, afin de se pavaner en selle en tête d'un cortège du genre hétéroclite. Sur le dos, je vous le donne en 1000, comme si d'aventure, ce qui lui était arrivé à Bois-d'Amont ne suffisait pas, sur le dos d'un mulet. Au fait, pour ceux qui l'ignoreraient, la différence entre le bardeau et le mulet, oui, bardeau et mulet, pas bardeau et Patricia, bardeau et mulet, eh bien, la différence, c'est que le mulet est le fruit véniel hybride stérile de l'âne et de la jument, tandis que le bardeau est l'enfant naturel, hybride et stérile lui aussi, de l'étalon et de l'ânesse. Mais je pense que Silvio, qu'on voit là dans son beau chapeau, le savait déjà. Inutile de donner toutes ces précisions. Hybride donc et stérile, mules et mulets sont autant de vieilles filles et de vieux garçons caractériels qui, faute d'en faire voir de toutes les couleurs à leurs conjoints et à leurs enfants, se rattrapent en faisant pique-pendre au mammifère qui se trouve le plus près d'eux, mammifère qui est généralement un homme ou une femme. Eh bien, figurez-vous qu'après des jours, des mois, des années de patience, il arrive parfois que l'homme ou la femme parvienne à imposer son fichu caractère à une mule ou un mulet. Et quand les hommes et les femmes décident de montrer de quoi sont capables leurs mules et leurs mulets, le spectacle n'est pas triste. Ça se passait à l'Aisin. Ben moi je vois bien les gens sur TV5 qui sont en train de se dire ils sont fous, c'est Suisse, il y a vraiment quelque chose qui joue pas. Alors bon, tous les deux vous occupez de... présentez-nous d'abord vous le trophée, puis ensuite vous nous direz ce qui s'y passe aussi. Trophée du mulet. Le trophée est venu à la suite de pour fêter un petit peu la fin de notre saison d'été. On a fait une première édition il y a 3 ans. Mais uniquement les muletiers, les bénévoles qui soutiennent nos randonnées et tout ça. Dont on parlera dans un instant d'ailleurs. Oui. Et puis on s'est dit, on a fait une première course, puis on s'est dit, non, tenez, on ne peut pas faire ça que pour nous, quoi. C'est pas possible, c'est trop génial. Et puis on a dit, on va mettre ça sur pied, essayer de faire venir des mulets d'autres régions de Suisse, quoi. Puis le deuxième, il a eu un grand succès, il a fait beau. Et le troisième, c'était 35 mulets qui sont venus de toute la Suisse. De plus loin, c'est Tony Sager, qu'on voit là, sur l'écran, là, qui vient de Saint-Moritz, de Gadine, quoi, de Béver. Et ça, c'était extraordinaire. Mais alors, ils se comportent comment, le mulet, dans une course ? Ils ont tous comme objectif d'aller au bout, mais il y en a qui s'arrêtent au milieu, il y en a qui vont dans l'autre sens. Alors, vous avez tout deviné. Ouais, je commence à me faire une certaine idée d'animal. Je crois que la première édition, c'était un peu dans tous les sens. La deuxième, ça a commencé à être un petit peu sérieux parce qu'il y en a qui se sont dit, on va quand même un peu les entraîner. Il suffit de pas beaucoup, mais un petit peu d'entraînement, c'était déjà mieux. Cette année, on a eu moins quand même de retours en arrière, de problèmes. On voit qu'il y a certains muletiers qui se préparent comme tout sportif. Souvent, on dit on ne s'entraîne pas, mais il y en a qui s'entraînent en cachette. Alors, à part la course qu'on vient de voir, il y a d'autres choses aussi. Il y a du polo. Il y a une affiche, il y en a peu d'aussi variés dans l'année. Il y a du polo, ça ressemble un peu à de la fondue. Hein, parce c'est ça. Mais c'est quand même du polo, c'était une première mondiale à dos de mulet. Ouais. Il y a du saut, on a même fait des 6 barres comme à Genève. Un mulet on a culminé à 1,83 m. On peut éventuellement enlever le mètre. Enfin, c'était haut quand même pour un mulet. Et puis, on avait des courses plates, courses de chars. On a vu mais ça, c'était le tour d'honneur. Donc, la course de chars, elle était beaucoup plus... je n'ai pas pu la filmer, je me suis retiré. C'est vrai qu'il y avait de la boue. D'ailleurs, on aurait dit des mineurs de fond, un eau de rivière à la fin de la course. Et puis, ils étaient debout sur les chars. C'était très impressionnant. Il paraît qu'il y a un projet quand même pour l'année prochaine. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu. Semble-t-il vous inviteriez des gens de l'extérieur. Pour l'instant, c'est un scoop entre nous. Je ne sais pas si je peux le dire, mais il faudra encore en convaincre quelques-uns. Mais allez, on y va. Vous pouvez commencer. On espère faire
un grand match entre les 3 meilleurs du Trophée du Mulet, et puis messieurs Pessoa, Kirchhoff, Melliger, pourquoi pas à Genève. Très bien. Écoutez, on va maintenant découvrir quelle est l'activité à laquelle Silvio vient de faire allusion, n'est-ce pas? Oui, mais ça a commencé il y a 3 ans, c'est un reportage du téléjournal. Retour aux sources pour l'ancien champion du monde de bob à 4, Silvio Giobellina. Après avoir flirté durant plusieurs années avec les hautes vitesses, le sportif lésonou adopte aujourd'hui un rythme de croisière nettement plus tranquille. Depuis quelques mois, il propose aux touristes des randonnées à dos de mulet sur les sentiers de montagne des Alpes vaudoises. Un véritable coup de cœur qui a déjà séduit une ribambelle de vacanciers. Nous organisons des trekkings depuis le mois de mai jusqu'à fin octobre, d'une journée à plusieurs jours, avec des nuits sous tipi, des nuits au chalet d'alpage, dans des cabanes de montagne, les tours des Muvrons, enfin c'est très à la carte. Au rythme du mulet, les pionniers des montagnes partent découvrir les plus beaux sites des Alpes vaudoises. Du Kouklos aux pentes des Muvrons, l'aventure est toujours au rendez-vous. De quoi alimenter les discussions à l'heure du bivouac dans le village des tipis. C'était vraiment bonheur. Moi, on a eu un peu peur là, dans la montée, dans la forêt au début, mais après, on s'est bien habitué, puis en fait, c'est bonheur. À la tête de son convoi de mulets, Silvio Giobellina joue les guides indiens avec une passion d'enfant. Sur les sentiers de la montagne, l'ancien roi de la glisse a trouvé sa voie. Ouais, il est magnifique, ce gosse, Étienne. Il a l'air content. Alors, racontez-nous un peu ce que vous offrez comme balade. Un peu de tout, quoi. Ouais. Je crois que souvent c'est en discutant avec les participants qui ont un projet pour un camp d'une semaine ou pour un week-end de famille ou comme ça. Je crois que ça vient des contacts qu'on a avec certains qui s'intéressent à notre activité, et puis on met sur pied un programme. On n'a pas un programme tout fait, un circuit, etc. J'entends un coup, on décide de faire du théâtre, comme on l'a fait avec Cap Loisir. On a monté un spectacle sur le mulet d'hier et d'aujourd'hui. On a tourné pendant 3 semaines dans les Alpes. C'était aussi une expérience extraordinaire. Alors, Cap Loisir sont des enfants qui ont des difficultés. Tout à fait. Oui. Comment ont-ils réagi par rapport à l'animal, par rapport au théâtre, par rapport à la nature? Je crois qu'il y a une complicité qui se fait entre les enfants, ou bien, et puis aussi les personnes qui ont un handicap, et puis on n'a vraiment jamais eu de difficultés, de problèmes. Je crois que tout se passe bien. Il y en a même qui sont endormis sur le mulet, puis qui sont tombés, mais sans gravité, sans rien. Mais je crois qu'il y a un phénomène assez extraordinaire. Oui. J'aimerais qu'on retrouve une image. C'est Silvio Giobellina. C'est Silvio Giobellina à Sarajevo, parce que ça fait un parcours de vie quand même déjà, ça. Regardez. Aujourd'hui, Lehmann a raté son 4e départ avec un temps de 6,42 pour Lehmann. C'est un temps qui est tout de même supérieur à celui de Giobellina. 49,33, c'est le temps réalisé pour gagner, ce qui paraît pas du tout possible compte tenu des circonstances d'aujourd'hui. 6,50, un temps de départ alors il est encore plus lent que dans la première manche, Silvio. Et là, je crois qu'il a perdu tout espoir. Il faudra se contenter de la médaille de bronze. Il perd 20 centièmes sur Ekmanis et il en perd 18 sur Hoppe. 20,90. C'est moins rapide que dans sa première manche. 20,90, 20,80 pour Lehmann, 32,83. 32,83 pour Giobellina. Lehmann avait réalisé 32,98. Il a repris un peu de terrain à Lehmann. 15 centièmes, il a repris à Lehmann. Et l'arrivée de Giobellina qui lutte pour le bronze. Oui, 3e, 50-50, 3e tour de la manche. Et la médaille de bronze pour Silvio Giobellina, 3,21,39. Tout de même satisfait de sa performance. Bronzana medalja. Médaille de bronze. Bronze medal Silvio Giobellina, Heinz Stetter, Urs Satzmann, Rico Freimurt, Švajcarska. Suisse. Switzerland.
Bon voilà, j'imagine que sur le moment on est à la fois très heureux parce que la médaille de bronze, on l'a senti dans le commentaire, il y avait une première place en vue, il y a une petite déception. Mais aujourd'hui, quand vous revoyez ces images, comment les percevez-vous? C'est toujours avec beaucoup d'émotion. Je crois que ça fait longtemps que je ne les ai pas revus. Hein. Ah oui? Ouais. Et puis, je crois que c'est des moments très, très forts, quoi. C'est sûr, c'est le but de chaque sportif de participer et puis de faire une médaille au jeu, quoi. Je ne sais pas si c'est la bonne question que je dois vous poser, mais il y a du bonheur quand on vit un moment comme ça, hein, vous le ressentez encore aujourd'hui. Est-ce que par la suite, dans l'activité qu'on peut avoir justement à travers les mulets, à travers les jeunes, c'est comme si on restituait un peu du bonheur qu'on avait rencontré à ce moment-là? Tout à fait, oui. Ouais. Puis surtout à Sarajevo, quoi, parce que c'est avec ce qui s'est passé et tout, on a une chance extraordinaire, quoi, de pouvoir faire des jeux là-bas. Magnifique témoignage, merci beaucoup. On va continuer un peu, Alex, si vous voulez bien. Oh, si vous y tenez, absolument. Oui, absolument. Non, parce que... Alors, on remonte un peu dans le temps, on oublie l'hiver, on retrouve l'été indien, ou en tout cas un petit bout de l'automne, et puis on va aller essayer de faire un premier bilan, si vous le voulez bien. 10 à 12 heures en selle chaque jour, on vous l'a dit. Seule entorse au silence du chemin, Patricia dispose d'un téléphone portable, au cas où. Mais pour le reste, pas de radio, ni bien sûr de télévision. Bref, elle a tout le temps de penser et tout loisir d'observer. De tirer un premier bilan aussi à moins de 10 jours de l'arrivée en Valais, si tout se passe comme prévu. Et vous le savez maintenant, tout s'est passé comme prévu. Patricia, 50 jours derrière, encore 10 devant, impression, sentiment, crainte et plaisir. Ça fait un sacré programme. Hein. Le sentiment, c'est que... il est le même qu'il y a quelques semaines en arrière. C'est que vraiment, la Suisse, c'est un pays qui mérite d'être beaucoup mieux connu. Que l'accueil des gens est quelque chose d'absolument formidable. Et je remarque aussi ce qui m'a fait terriblement plaisir, c'est que par rapport à la cause que je défends et puis le problème des paysans et volénards, c'est qu'il y a vraiment un soutien et une entraide au niveau du milieu campagnard. Quant au plaisir, je crois que c'est que tous les gens que j'ai rencontrés en cours de route, pour la majorité, c'est resté des amis. Ils me téléphonent régulièrement, ils prennent régulièrement des nouvelles. Et ça, c'est quand même quelque chose qui fait chaud au cœur. Puis les craintes, en fait, elles sont qu'est-ce qu'il y a eu? 2 jours de pépin en Appenzell où le cheval s'est mis à boiter et où j'ai malheureusement réussi à perdre une nuit. C'est la police cantonale qui me l'a ramené. Mais en fait, ça s'est mis à ça. Tout s'est merveilleusement bien passé. Alors, depuis qu'on ne s'est pas vu, la plus grande surprise tout de même? Oula, mais il y en a eu beaucoup des grandes. La plus grande, c'est quand même que j'ai reçu une demande en mariage dans les Grisons. Ça, c'était la plus grande surprise. Au niveau privé, la plus grande surprise au niveau parcours, ça a été de constater que où j'ai le plus bitumé, c'était dans le Jura. Donc souvent les randonneurs parlent que du Jura, point de vue beauté des sites, point de vue qualité de la randonnée équestre. Je ne mets pas leurs paroles en doute, je suis convaincue que quand on connaît bien les pâturages et tout, c'est superbe, quand on connaît les ouvertures et les sorties des pâturages. Mais quand on navigue à la carte, c'est vrai que c'est l'endroit où on touche le plus souvent le goudron et où il y a le moins de possibilités en fait pour s'échapper des routes pour voiture. Oui, vous confirmez, Patricia? Je confirme et je maintiens. Oui, vous maintenez. On va demander à Alban Poudret ce qu'il en pense. Bon, je vais surtout pas contester ce que dit Patricia. Tu peux, si tu veux. Oui, je sais. Non, mais moi, je suis un cavalier du dimanche, donc je fais plutôt confiance à son expérience. Elle y a plus été. Moi, j'ai été quelquefois au Galop du Silence, qui reste un endroit sublime et exceptionnel. Mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas pris conscience suffisamment au Jura de ce trésor qu'on avait. On appelait ça l'Irlande de la Suisse. C'était vraiment le pays des cavaliers. On pouvait aller monter partout. C'est vrai que maintenant, il y a pas mal de bitume, pas mal de portails et on est beaucoup moins libre qu'avant. Ça reste un endroit merveilleux comme beaucoup, mais je peux pas dire que... D'ailleurs, on le voit, Patricia, elle ne ment pas. Patricia, dites-moi, quels sont au fond, par rapport au Jura, où il y a plus de difficultés, quels sont les endroits où vous êtes senti vraiment libre de vous déplacer, où vous retourneriez tout de suite? En restant au niveau du Jura? Non, de la Suisse. Ah, de la Suisse. Ça serait les Alpes, évidemment. Parce que les Alpes, déjà, il y a la difficulté qui est du sel et puis qui dynamise malgré tout. Les paysages, je crois que... je crois que Silvio va le confirmer, mais je crois que les paysages des Alpes, c'est quand même les plus beaux qu'on puisse trouver. Et c'est quand même là, c'est vrai, qu'on rencontre le plus de sentiers, le moins de barrières, et qu'on a quand même encore ce sentiment
Pour dire une anecdote, tout simplement, quand je suis arrivée à Sargans, j'ai fait 2 jours de repos, donc c'est le canton de Saint-Gall, hein, et j'avais un film qui traînait au fond d'une poche. Je le fais développer, puis je l'ai posé bêtement à la sellerie. Et voilà des cavaliers qui arrivent et qui regardent les photos, puis ils me disent, attends, là, c'est le Canada? Puis moi, bêtement, je dis oui. Puis ils regardent un peu mieux, puis ils me disent, c'est Lakota, c'est ta jument? Puis je dis ouais. Puis ils me disent, mais t'es allé au Canada, t'as pris l'avion avec ton cheval? Bon, là, j'ai éclaté de rire, hein. J'ai pas pu garder mon secret plus longtemps. J'ai dit non. J'ai dit, question Canada, c'est pas loin de chez nous, quoi. C'est les Grisons et le Tessin. Mais ce que vous dites volontiers, Patricia, ce que vous dites volontiers, c'est que ce qui vous a frappé, on va voir si vous pouvez dire la même chose, mais vous dites, c'est curieux, j'ai l'impression que même les cavaliers, s'ils sont à plus de 2 km de leur base, ils commencent à être perdus. Ben oui, parce que bon, j'ai quand même fait étape quelques fois, pas seulement dans les gîtes à voiture sur la paille, hein, mais j'ai aussi fait quelques fois dans les centres équestres. Et puis bon, c'est clair qu'on demande la route. Parce qu'on a bien une carte au 25 000, mais on se dit qu'il y a les cavaliers qui pourront nous donner quelques trucs, quelques chemins qui ne sont pas notés, qui sont bons. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand on fait quelque chose qui sort des sentiers battus, on fait envie aux gens. Les gens nous envient, ça c'est clair. Mais par contre, eux-mêmes n'osent pas. Et souvent, au-delà de 3, 4, voire 5 km autour du lieu où ils résident, ils ne connaissent absolument plus. Donc 5 km aller-retour, ça fait une balade d'1h30 à cheval, à peu près, quoi. 1h30. Donc c'est la durée d'une balade dominicale. Et au-delà, les gens ne connaissent plus. Alban, donc il y a une crainte de l'inconnu. Je suis tout à fait d'accord, mais je crois que maintenant, il y a un mouvement, Patricia y est sans doute pour quelque chose aussi, parce que ça fait des années qu'elle fait le récit de ses aventures, mais je crois qu'il y a quand même maintenant tout un groupe de cavaliers qui a de nouveau envie d'espace. Bon, ça fait partie de la mode en général, je crois, le retour à la nature, aux sources et aux vraies valeurs. Et je crois qu'aussi chez les cavaliers, maintenant, il y a ce retour. Il y a de nouvelles disciplines qui sont plus proches de la nature, qui se développent. Même en compétition, par exemple le trek, technique de randonnée équestre de compétition, où un jour il s'agit de réussir à naviguer avec une carte et une boussole, le lendemain de faire des petites épreuves, mais plutôt avec des obstacles naturels sur le terrain. Eh bien, ça s'est beaucoup développé. D'ailleurs, les Suisses ont été champions du monde cette année dans cette discipline, mais c'est une discipline qui reste très proche de la nature et qui est en plein développement. Donc, je crois qu'on va y revenir. C'est naturel. Alors Alex, on passe à l'aventure sur la paille. Oui, on va passer à l'aventure sur la paille, mais on va commencer par les châteaux, bien que vous n'y ayez jamais vraiment dormi. Parce qu'il y a quand même des endroits où il y a des grands espaces et des châteaux. C'est le Nord vaudois, et c'est là que je vous ai retrouvé, on commence comme ça. Mais foi des châteaux, la liberté n'a pas de prix, vous l'avez dit. Patricia commence à entrevoir la fin de son tour de Suisse et Lakota qui rêve parfois dit-on, d'écurie, a conservé après 50 jours d'itinérance une sacrée pêche. Belmont-sur-Yverdon, c'est ici qu'aujourd'hui Patricia a décidé de respecter les limitations de vitesse et de tester la paille qui est, sinon dans l'œil de son voisin, du moins dans la grange du paysan voisin. Schlaf im Stroh, aventure sur la paille, aventure au singulier, n'en déplaise aux amateurs d'aventure au pluriel. Le lieu d'ailleurs se prête manifestement plus aux songes qu'aux galipettes. Hier soir, les alentours de la ferme Loup, père et fils, étaient comme déserts. Ce matin, ils piaillent du rire de quelques enfants. Des enfants venus admirer Lakota, avec bien sûr le secret espoir, comme quand on va au cirque, le secret espoir doublé d'un frisson d'angoisse de pouvoir aller faire un petit tour du monde, les sabots sur terre et le nez dans les étoiles. T'as vu qu'à côté de la sacoche, il y a un nounours là? Tu peux le prendre? Ça joli, non, ça. Mais tout a une fin, et ce n'est pas finalement un voyage à la carte. Au fait, dans le mot carte d'état-major, il y a état-major, et du coup, le moindre conseil devient quasiment un ordre du jour. D'après ce qu'on vient de m'expliquer, aujourd'hui l'itinéraire, ça sera Belmont, et puis après dans la direction de Suchy, Corcelles, Pantera, Goumois, et puis après directement sur Échalon. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Il y avait une question que j'avais envie de vous poser parce que
On m'a raconté que, on va voir là, lorsque vous arrivez dans un endroit comme celui-là ou ailleurs et que vous dites, moi j'ai faim et puis mon cheval aussi, peut-être pas à cet endroit précisément, hein, mais dans certains endroits, on vous donne de la paille ou on donne de quoi nourrir le cheval, mais en très petite quantité, parce que c'est un peu ce qui est prévu pour le cheval qui reste très près de la ferme ou du centre équestre, mais pas pour celui qui se balade. C'est vrai que c'est un problème que j'ai rencontré, dont je ne m'attendais pas du tout au départ. Alors c'est vrai que, pour commencer par le positif, quand je me suis arrêtée chez le paysan du coin, ou aventure sur la paille, le cheval aura toujours eu plus cassé. Souvent le matin, en fait, il dormait dans le foin parce qu'il n'avait pas fini sa ration. Mais alors, aux surprises, dans les centres équestres, ce que j'ai réalisé, c'est qu'ils sont habitués à des chevaux qui sont 23 heures sur 24 dans des box, voire des stalles. La 24e heure, ils sont montés par quelqu'un qui l'oblige à faire des pas de côté, à faire des voltes au galop et puis à sauter des obstacles. Si vous voyez comment Allemand vous regarde, là. Non, je l'écoute, mais j'ai peur de devoir faire l'arbitre. Et donc, par rapport à ça, il donne moins de fois à un cheval que moi j'en donne à mon cochon d'Inde. Voilà la réalité des faits. Et puis quand je demande un petit peu plus de nourriture, ce qui se passe, oh non, surtout pas, ton cheval va être malade, il va attraper des coliques, Oh, je dis, mais doucement, quoi, mon cheval, il bosse 8, 10, des fois 12 heures par jour, il a faim, il mange. Alex. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est la nuit, en catimini, quand tout le monde dort, d'aller dans le sac à avoine et puis de piquer une ration pour mon cheval. Voilà. Je ne sais pas si c'était le cas. Oui, petit commentaire. Ça n'a pas été le cas chez toi, Silvio. C'est difficile d'arbitrer, on parlera des noms tout à l'heure. D'accord. Oui, d'accord. Allez, on continue. Avec de blanc après. Je ne pense pas que c'était le cas à Belbon-sur-Yverdon, dans la famille Lou, père et fils. Mais en tout cas, pour avoir le portrait, je dirais, des clients de ce réseau de l'aventure sur la paille, une description de Monsieur Lou et de son fils dans la ferme où vous avez passé la nuit. Il y a des groupes, il y a des gens qui viennent seuls ou accompagnés, mais en général c'est des classes aussi, ou alors énormément des personnes suisses-alémaniques et étrangères. Donc pratiquement ça veut dire quoi? Les locaux, c'est quoi? C'est un lieu pour dormir sur la paille, mais à part ça, c'est des toilettes, c'est des installations. C'est quoi? Eh bien, justement, premièrement, je crois qu'il faut avoir des locaux assez espacés, et ensuite, il faut des toilettes, il faut une douche, il faut que ça soit accessible sans de risque d'accident ou qu'il y ait des somnambules qui tombent d'un trou ou je ne sais quoi. Alors, il faut être très, très vigilant de ce côté-là, et en plus de ça, on n'a pas l'autorisation de faire l'aventure sur la paille sans avoir été contrôlé de tous les azimuts. Et alors, pour vous, ça change quoi dans le travail? Il y a tout de même un petit supplément de boulot, je dirais. Travail, non, ça nous prend disons, du temps pour dialoguer avec les personnes. Bon, il faut rester ouvert à tout le monde. Et le travail, c'est le plus, c'est sûrement pour ma maman qui doit faire les repas ou le déjeuner, si on veut. Nous, faire la paille, on secoue la paille et les gens peuvent dormir, donc c'est prêt. Et après cette première expérience, quel est le profil, quel est le portrait type des gens qui viennent? C'est surtout, je pense, des familles ou bien les écoles qui apprennent, qui visitent le pays, quoi. Mais vous avez l'impression que c'est pour voyager moins cher ou pour voyager autrement? Moins cher, je pense pas, ça c'est plutôt autrement, quoi. Parce que, je sais pas, les prix, c'est à peu près 18 francs la nuit avec le petit déjeuner par personne pour les adultes et 12 francs pour les enfants. Donc, peut-être qu'à l'hôtel, c'est un petit peu plus cher, mais c'est différent quoi à la ferme, quoi. Oui, alors Monsieur Steli, vous, à Orge, vous offrez aussi cette possibilité. En fait, vous en proposez 3, vous. On peut dormir dans la paille, on peut avoir un appartement et on peut loger en caravane. Je me trompe? Tout à fait, ouais, c'est ça. Quels sont les gens qui viennent, qui profitent par exemple de loger dans la paille? Alors, comme l'a dit M. Lou tout à l'heure, chez moi aussi, c'est essentiellement les écoles. Mais je crois que là, il faut dire que ça dépend aussi dans les zones où on se trouve. Comme je voyage comme un peu à travers la Suisse pour faire des rencontres, on se rend compte qu'à des endroits, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt des touristes. Si on se trouve sur un circuit cycliste, ce sera surtout des cyclistes. Je crois qu'on touche toutes les classes de la population. Vous m'avez dit quelque chose en arrivant qui m'a frappé. Vous m'avez dit il y a certaines personnes qui ont un peu peur parce qu'il y a trop de silence, parce que tout d'un coup, il y a le moindre bruit quand on dort dans la paille.
ça inquiète. Voilà, je crois que nous, on a de la peine à se rendre compte de ça, mais ça arrive qu'il y a des gens au lever le matin, ils se disent, mais j'ai entendu ci, j'ai entendu ça fait un peu peur. Et je crois que ça, c'est justement parce qu'il y a ce grand calme et tout d'un coup, il y a quelque chose qui bouge. Et puis, c'est pas la même chose que quand il y a toujours du bruit, le train ou la voiture ou je ne sais pas quoi. Vous avez l'impression de temps en temps qu'il y a des gens qui découvrent vraiment votre univers, qui posent des questions un peu simples. Bien sûr, ça arrive. Ouais. Et puis, vous savez, il y a une chose intéressante aussi. On ne va pas vous demander à tous parce qu'on va rester discret, mais à lui, on peut lui demander. Qu'est-ce que vous allez faire le 31 décembre ? Alors, le 31 décembre, on va fêter C'est fermé la paille, hein, ça on peut dire. Il fait un peu trop froid, là. Oui, il fait un petit peu froid. Non, mais on va quand même fêter ce 31, mais calmement. C'était un petit peu mon idée. Dans le monde aujourd'hui, c'est un petit peu le gros truc qui se prépare. De notre côté, on va rester un petit peu plus calme. Et on a une famille qui monte chez nous depuis plusieurs années déjà, pour justement se retirer de la ville, de ce grand truc, pour faire quelque chose d'un petit peu plus simple. Et au fait, c'est tout à fait ça que les gens recherchent aussi aujourd'hui. Vous êtes content d'avoir cette activité? Ça vous fait des contacts? Alors absolument. Moi, je dirais que je me réjouis du printemps, parce que je peux presque pas l'attendre. Parce que c'est vrai, c'est quelque chose qui nous prend, et puis que ce contact avec les gens est quelque chose de très très beau. Et surtout quand ils nous viennent de plusieurs pays, du monde entier finalement. Et ça, c'est quelque chose de super. Qui viennent et qui reviennent. Et qui reviennent, voilà. C'est sûr. Alex ? Oui, ce qu'on peut signaler tout de même, c'est que vous êtes le responsable en particulier de cette brochure qui indique les noms-adresses de toutes les fermes qui font aventure sur la paille et Schlaf im Stroh. C'est vrai qu'il y en a pour l'instant plus en Suisse alémanique qu'en Suisse romande, mais ça vient. Et c'est vrai que c'est une forme de voyage et de tourisme intéressant. On donnera volontiers les coordonnées sur le 708 98 00, c'est ça, Jean-Philippe ? Bien sûr. Pour pouvoir faire partie de cette organisation, pour pouvoir offrir un gîte, il y a des conditions à remplir. Alors oui, il y a des conditions à remplir. Donc, c'est une association, c'est une marque protégée. Et disons que pour faire partie de cette association... On peut voir quelques images d'ailleurs pendant que vous nous expliquez, je crois, Alex. Oui, alors on va remonter un petit peu, mais c'est un endroit où vous avez passé la nuit. C'était à Brienswiller, dans l'Oberland verdois. Ma première expérience avec Aventure sur la Alors on paille. va la voir en même temps qu'on la commente, parce que c'est vrai que c'est un lieu intéressant où il y a aussi des chevaux. Et vous allez voir, on a montré tout à l'heure essentiellement le jour, mais quand la nuit tombe, c'est vrai que c'est agréable d'être accueilli comme vous l'avez été là-bas, Brienswiller. Alors, redites-nous, quelles sont les conditions nécessaires pour faire partie? Alors, les conditions, c'est qu'il faut prendre contact avec la vulgarisation de son canton et dire l'intérêt. Et là, au fait, il y a une vulgarisatrice accompagnée d'une prestataire qui vient voir l'endroit pour déjà avoir la première impression, pour voir si c'est possible d'offrir aventure sur la paille. Et si cela est possible, la personne reçoit une charte de qualité, au fait, qu'elle doit lire et signer, comme quoi qu'elle respecte cette charte. Et après, elle est prise dans le catalogue. Et il y a des dates à respecter. Tout ça, c'est des choses que les vulgarisatrices apportent à ces personnes qui s'intéressent. Bien sûr. Patricia, vous vous souvenez de cet endroit-là? Vous êtes... Bien sûr, parce que j'étais encore très très mal à l'aise avec l'allemand. Par contre, l'accueil a été hyper chaleureux, très très sympathique. Et puis la barrière des langues est très vite tombée. Et c'est un endroit sur la paille que j'ai trouvé vraiment fantastique. Ouais. Alors ça, c'est vraiment le grand lit, hein. C'est pas le lit double, c'est le lit, c'est pour 20 personnes. Hein. Alex, pas de commentaire, hein. On n'ira pas au-delà. Je vous laisse déposer votre bardard, on en parlera tout à l'heure. Voilà, qui est tout à fait sympathique. Jean-Claude Mercier, dans un instant avec Alban, on fera une petite allusion à ce qui se passera à Genève la semaine prochaine, parce que c'est important. Et vous, l'objet du siècle, à travers le siècle, ça a un lien avec le cheval quand même. Oui, enfin plus près de nous, on pourrait dire, je ne sais pas si c'est novembre et le mois du Sagittaire qui fait qu'on parle du cheval un peu partout, mais le hasard fait que, en tout cas, on en parle beaucoup. Je commencerai par le Musée Olympique en les remerciant, puisqu'ils m'ont prêté un costume de cavalier là, c'est-à-dire plutôt de hussard, qui date de 1895. Alors, c'est bien de le préciser parce que ce costume doit retourner cet après-midi à Lausanne, puisque l'inauguration de l'exposition a lieu ce soir à 18h. C'est une exposition qui s'appelle l'insolite olympique. Ça veut dire qu'on va voir des vêtements comme ceci, mais aussi des objets de nourriture, des porte-clés, des plumes, enfin tout ce qui tourne autour de l'olympisme et qui n'est pas vraiment lié directement avec un sport. Donc un premier uniforme là qui sera dans cette exposition. Un hussard 1895, simplement ça c'est la tenue avec le pantalon de cavalerie. Le vêtement complet, eh bien, il était lié avec un autre pantalon, un pantalon de droit de ville, donc de présentation
invitation de dîner, et puis un chapeau à plumet, qui est donc l'origine un petit peu du chapeau de cavalerie de la bombe qu'on verra plus tard, puisque le plumet s'enlève. Si on le voit de profil, on retrouve un tout petit peu quand même le format des bombes. Qui sera la bombe, disons, qu'on voit de nos jours. Alors, dans l'évolution des chapeaux de cavalerie, il y a quelque chose qui est sympathique, c'est ces cylindres-là, qui sont en fait évidemment des chapeaux anglais d'origine. Et il faut savoir que le noir, ça c'est pour la petite histoire, hein, ça sert pas franchement tous les jours, mais c'est sympathique. Le noir, eh bien, c'est le chapeau d'attelage, donc c'est le monsieur qui conduit l'attelage, mais qui n'est pas propriétaire. Quand il a un ruban noir derrière comme ceci, eh bien, c'est un chapeau de dame. Le ruban de côté, ce serait d'homme. Et puis le gris, eh bien, c'est le chapeau du propriétaire en l'occurrence. Donc, ce qui fait la différence aussi sur les champs de course. Et puis dans l'évolution, se partage entre Alex et moi, je ne sais pas quoi on va faire. Voilà, moi je les lance pour vous attraper. Je crois que vous savez. Alors, en ce qui concerne les bombes, bien, là j'en ai pris une bleu marine parce qu'on la voit toujours en noir, donc c'est le truc classique avec la visière. Donc ce sont ces bombes qui sont en vigueur depuis les années 50. Celles-ci maintenant, ce sont les obligatoires puisqu'elles sont avec un harnais autour du visage, c'est-à-dire en cuir, qui permet de ne pas les perdre au moment des chutes. Un autre format plus léger en tissu bordeaux avec des sangles plastiques, c'est un petit peu moins confortable, c'est pour les débutants. Et puis la Rolls des bombes, c'est celle-ci, c'est la toute dernière. Alors c'est un format beaucoup plus rond, ça ressemble un petit peu à un casque peut-être de cyclisme ou autre chose. Là, vous avez une bande d'aération, ce qui permet d'avoir un confort maximum. Et puis à l'intérieur également une espèce de mousse très souple qui permet de s'adapter à toutes les formes, disons, du visage ou de la tête. Ça s'appelle des GPA, sauf erreur, c'est ça. Et puis, ça, ce sont peut-être des bombes que vous verrez lors de cette Coupe du Monde bientôt à Genève. Mais encore 2-3 accessoires peut-être pour vous, si vous repartez un jour, c'est Monsieur Amouche qui est simplement... si elle veut partir avec ça. Alors voilà, je ne sais pas si ce sera très utile pour votre prochain trip, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, au niveau, si vous voulez prolonger le voyage cheval dans la rue, attendez, on va quand même lui demander, vous partiriez, vous, avec ce sac sur votre cheval Peut-être pas vraiment, non, peut-être pas vraiment. Alors au niveau du verre, je ne suis pas sûr. Il est du trophée du mulet. C'est une qui a par le bras. Voilà, je crois que c'est un beau travail, parce que c'est un Monsieur Amouche qui fait ça, donc qui est un monsieur qui est un monsieur qui travaille le cuir et qui fait des pièces absolument originales. Il a fait aussi ce genre de petit sac à dos qui peut être proche d'un mandarin qui est aussi sur les grandes routes, ou bien d'un des petits chiens peut-être que vous avez. Patricia, là, vous êtes déjà plus convaincue? Au niveau sac à dos, oui, mais bon, c'est assez surprenant quand même le look. Mais c'est le but. Je ne vais pas vous montrer des sacs que vous trouverez partout, autrement ça ne vaut pas la peine. Pour finir le jeu, je ne sais pas si vous avez envie ou quand vous avez une pause, il faut savoir que le plus petit âge, eh bien vous avez votre petit nounours, je suis d'accord. Alors là, on ne va pas le nommer, mais la petite poupée, le cheval complet. Donc vous voyez, il y a des futurs candidats qui risquent d'être initiés avec ce genre de choses. Quand je parlais des bombes, il ne faut pas oublier, donc c'est effectivement ce prochain week-end, enfin du 9 au 12, cette Coupe du Monde. Bon, ça pas de problème. Mais je voudrais vous faire remarquer quand même que Jean-Claude Mercier est un garçon qui a beaucoup de talent, qui nous explique à chaque semaine les objets avec une précision extrême. Mais alors, quand il a traité de nounours votre peluche, là, je pense qu'il a sa vue a dû baisser un peu quand même. Hein. C'est le manque de lunettes, je suis désolé. Jean-Claude, voilà, c'est oui, petite fille, la petite mascotte. Alors, d'accord. Alors, merci. De revanche, je vous offre la poupée, comme ça, elle accompagnera. Merci, c'est gentil. Voilà, Alban, juste pour conclure l'émission et donner envie aux téléspectateurs, la Coupe du Monde, c'est du 9 au 12 décembre à Genève, à Palexpo. Vous êtes bien sûr de la partie. Faites-nous envie. Ah, mais avec plaisir. Alors, Genève, c'est la seule étape suisse de la Coupe du Monde de saut et de dressage. Et il y aura beaucoup de ces coiffes à Genève, puisqu'on a aussi de l'attelage. Donc, il y en a plusieurs qui seront utiles, je les retiens, Jean-Claude. Et donc, il y aura aussi de grandes épreuves d'attelage, il y a des épreuves d'élevage, il y aura aussi l'initiation à l'équitation, simplement des petits tours à poney, aller s'occuper des chevaux. Il y aura bien sûr Patricia qui signera son livre. Merci Silvio sera là aussi pour repérer un peu les coulisses. Jamais, j'ai l'impression. On se quitte très rarement, ça c'est vrai. C'est un vrai bonheur. Et en fait, le concours de Genève sera, je crois, cette année assez exceptionnel, puisqu'on aura, c'est un scoop encore, on ne devrait pas le dire, mais on va le dire, 24 ou 25 pays. Et tous les meilleurs cavaliers du monde, que ce soit en saut avec Rodrigo Pessoa, avec Ludger Beerbaum, les meilleurs Suisses, puisqu'ils font partie des meilleurs aussi, en dressage aussi avec la reine Isabelle Verte. Vraiment, il y aura un plateau exceptionnel et des journées très très variées. Il y a de la fête, il y a de la gaieté, il y a des épreuves attractions, il y a des épreuves où on monte à cru. Ça aussi, on va peut-être essayer avec les mulets la prochaine fois, Sylvie. En tout cas, merci. Je rappelle qu'on peut avoir beaucoup d'informations dans le Cavalier Roman, premier mensuel hippique de Suisse romande, et que vous préparez un ouvrage dont on parlera demain. Le titre, c'est Les empreintes de Lakota, Tour de Suisse à cheval. Patricia Motet, c'est aux éditions
Aux éditions à la carte à Oui, Sierre. et vous m'avez dit en l'apportant, écoutez, c'est le premier livre sans faute d'orthographe. Pourquoi? C'est pas parce que je suis très bonne en français, hein, ça n'a rien à voir. En fait, on a déjà fait la couverture parce qu'on Voilà. allait très vite, on veut le sortir pour la fin de l'année, pour les fêtes. Et en fait, je suis en train de remplir l'intérieur maintenant. Voilà. Et vous écrivez après l'émission, vous continuez Après, avant, et des fois pendant dans ma tête. Non, ça, c'est pas vrai. Je suis complètement avec vous. Merci beaucoup, à demain.